Mettons d'accord les messages Vous mettez d'accord. des docteurs Wabo est passé. Donc il a dit oui, il faut un esprit de sacrifice patriotique, mais en même temps aussi il faut qu'il y ait un minimum de garantie afin que tous ces cerveaux puissent rentrer et contribuer au développement de l'Afrique. Nous passons maintenant à Ludovic qui a déjà entamé la deuxième partie. Je te pose une question de la première partie. Je te donnerai encore une deuxième question pour la deuxième. Comme ça, tu puisses étancher ta soif. Nous irons chez les philosophes. Et après, nous allons faire une pause pour entamer la seconde partie. On parle de quoi? C'est la seule personne qui est en retard pour les chronos, c'est Dr. Bonnet. Il a au moins deux questions où il doit se rattraper. Monsieur Ludovic, notre ingénieur du son et de la logistique, ne penses-tu pas que, sincèrement parlant, que l'élection du président Obama, comme africain, américain, a pu changer l'image que le monde occidental se faisait de l'Africain? Et selon certains témoignages, en partant aux États-Unis, si tu présentes maintenant un passeport africain, tu es respecté parce que tout le monde te considère comme le modèle Obama. Avant, il y avait trop de tracasseries. Et cette audace, cette passion, cette énergie qui a caractérisé le président Obama pour arriver là où il est. Ne penses-tu pas que cela manque aujourd'hui aux jeunes Africains aussi, afin de contribuer avec cette audace, cette passion au développement de l'Afrique? Et la deuxième question, il y a l'Afro-américaine Oprah Winfrey qui est classée parmi les femmes les plus riches, parmi les milliardaires. Elle a créé sa chaîne de télévision. Elle était d'abord sur CNN, maintenant elle a créé sa chaîne de télévision. Et en plus, elle est partie faire une école en Afrique du Sud. Elle a construit beaucoup d'écoles. Selon toi, ne penses-tu pas que cette même diaspora africaine, donc africaine-américaine, peut aussi pour rendre visible cette crédibilité, cette image de l'Afrique, investir dans des médias, avoir des médias puissants, et cela occasionnera un autre rayonnement, et l'Afrique pourra aussi dire, avoir un gros chapitre. C'est deux questions, je voudrais que vous puissiez un peu répondre à cela. Alors, j'aimerais répondre à la première question en disant ceci par rapport au fait que la représentation, l'image que le président Obama représente, en l'occurrence, ça prend sa peau. Il est d'abord afro-américain, des pères. Il est afro-américain, il n'est pas africain, c'est un monsieur qui est mixé. Oui. Mais par chance, comment je ne sais pas, il a une couleur qui est sombre, comme la nôtre, nous sommes ici actuellement. Alors, je pense que ça joue quand même plus vraiment. Moi, je suis arrivé en Italie en 2008, en août. Je pense que ça joue un plus vraiment sur la façon de regarder les personnes, la façon de s'exprimer. Mais ça joue un peu sur les personnes qui veulent que ça joue sur elles. N'oublions pas que nous sommes représentés à plusieurs niveaux dans cette société occidentale. Il y a le groupe des étudiants qui sont actifs, des étudiants inactifs, citadins actifs, citadins inactifs. Il y a plusieurs groupes, il y a des travailleurs actifs, citadins inactifs. Il y a des personnes qui demandent de l'argent, ceux qui ne demandent pas de l'argent. Il y a tellement de groupes. Et chacun groupe doit défendre ses intérêts. C'est ça que j'appelle le temps d'audace. À ce niveau, j'aimerais mettre le temps le mot audace dans ce que tu as dit premièrement. Parce qu'on aime souvent, j'ai suivi plusieurs fois les débats, les gens qui disent que si nous les Africains, on doit se valoriser, il faut que d'autres nous arrêtent de demander l'argent. Mais c'est faux. On n'a rien dit, ça n'a rien à voir. Lui, il ne fait rien. Qui m'empêche de me valoriser? Si ce monsieur demande de l'argent en route, c'est parce qu'il en a besoin. Ça peut bien. C'est un mot qu'il a trouvé pour s'en sortir. Moi, je ne dois pas l'empêcher parce qu'il veut. Je dis, il fait cela. Ce n'est pas à moi de l'empêcher, c'est à l'administration, à la commune, au maire, aux personnes qui doivent le faire. Il me gêne en rien. Il ne m'empêche pas d'être moi, je suis Christian Sotua. Comme il y a des Roumains qui demandent l'argent en route, comme il y a des Marocains, il y a tellement de gens qui demandent l'argent. Pourquoi non tu as de vouloir tout? Je serais avec des trucs noirs, tous les noirs, si les noirs demandent l'argent, on va tout bien. Si les noirs défendent, non, tu n'as rien à voir avec lui. Toi, tu défends, nous aussi, nous défendons nos étudiants, nous sommes là pour parler en tant qu'étudiants, des gens qui pensent savoir, qui pensent pouvoir proposer des solutions. Donc, on ne doit pas essayer de tuer l'autre pour vivre, pour dire que non, si celui-là, si on élimine celui-là, on sera mieux joué, on sera mieux accepté. C'est faux, c'est même très faux. Celui-là doit être là pour nous, là, il fait partie de nous.
Vous dites ceci, l'audace que nous devons présenter, comme a dit Chief Dog, il faut avoir faim. On doit avoir faim. Avoir faim, c'est rêver. Rêver mieux. Pas rêver que toujours c'est un monsieur qui va me tirer la main pour me faire être ce que je suis. Non. C'est à moi d'être ce que je suis. Comme je l'ai dit à Franck le matin, dans le docteur, il faut que tu crées de l'emploi. Et pour me demander est-ce que Franck disait que je voulais intervenir, quand Franck avait raison. Il a raison. Parce qu'elle dit, si moi je n'ai pas de condition d'essayer pour entrer au Cameroun pour travailler, je ne rentre pas. C'est ce que tout le monde dit. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est très vrai. Toutefois, quelles sont ces conditions? Là, tu as dit toi-même. Moi, je pense que ce sont ces conditions qu'il n'y a pas d'autres personnes peuvent les créer, qui ne sont pas nécessairement au gouvernement. Alors il dit qu'il manque un bistouri. Il faut qu'un bistouri, s'il faut de la matière, il faut des entreprises. On peut faire une entreprise comme une qui fabrique ses bistouris. À ce niveau, quelqu'un me dit, il y a les taxes, il y a trop de taxes au Cameroun, mais qu'est-ce que ça veut dire taxes? Il n'y a pas de taxes dans quel pays? C'est-à-dire, on n'est pas déjà, on paye les taxes. Quel ne peut pas les taxes dans ce pays, dans ce monde? On paye les taxes dans tout le monde entier. Ne faisons pas comme si l'Europe était tellement le paradis, tous les entrepreneurs ne payent pas les taxes sont diminuées, mais c'est faux. Ils paient des taxes énormes. À tous les niveaux, on paie des taxes énormes, ils se plaignent chaque jour des taxes, ils vont en route des bagarres. Ne faisons pas comme si c'était au Cameroun, il y a trop de taxes au Cameroun, comme les discours des gens disent qu'il y a trop de taxes au Cameroun, c'est faux. Moi, je connais pas le système j'ai eu la chance de travailler un peu quelques mois dans une boutique. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'en les gens se lamentent chaque jour des taxes. Elles sont trop élevées. Et le même problème, il y aura en France, il y aura ça aux États-Unis. C'est un problème normal. Comment dire, nous sommes sur des pays de taxes et quand nous sommes nés. Alors, on ne peut pas s'arrêter pour dire qu'il y a trop de taxes au Cameroun pour ne pas produire. C'est plutôt maintenant en cherchant des gens qui vont produire ces bistouris, produire ce sur place, produire ces voitures sur place, que nous pouvons faire développer une économie. Comme a fait l'Italie, comme je pense que l'Italie, qui est un pays comme c'est possible normalement. Alors, vous dites l'audace, c'est ça l'audace pour moi. C'est l'audace, l'audace de forcer. Malgré la difficulté de forcer. Et envoyer ceux qui essayent de faire. Arrêtez de seulement s'asseoir et divaguer. Prendre la télécommande, zapper. Celui-là ne sait fou rien, il fait quoi? Moi, je connais mes Indiens, personne dans ma tête, je suis trop fort, etc. Comme des efforts à faire, nous avons toujours besoin des Noirs. Comment, pour la deuxième question, qui était le savoir? J'ai dit Oprah Winfrey, une milliardaire afro-américaine, a créé sa chaîne de télévision. Elle était d'abord sur CNN. Elle a créé encore une école en Afrique du Sud. Alors, avec cet exemple-là, ne penses-tu pas que les Afro-Américains peuvent aussi créer leur chaîne de télévision pour rendre aussi, donner une autre image de l'Afrique? Donner une image, créer de l'emploi. Créer de l'emploi, créer des activités, c'est pas prendre une image. Sans avoir l'image, on n'a pas besoin de dire pas faire une feuille. Il y a tellement d'exemples dans l'Inde, aux États-Unis, beaucoup de personnes, surtout c'est un blanc, on a besoin de sa couleur de la peau. C'est un monsieur qui est resté là, il a fait une entreprise sur Internet, ça fonctionne. Un start-up, on appelle, il a fait une entreprise. Et ça fonctionne, il y a des milliards, ça, des milliards de francs CFA, pour ne pas me tromper, et des milliards de francs CFA, c'est minimum. Alors, ce n'est pas une affaire de trucs, c'est des personnes qui doivent être audacieuses, qui doivent jouer à ça. On ne doit pas toujours attendre, parce que la majeure partie des migrants qui arrivent ici, j'aurais dû dire expatriés, excusez-moi, les expatriés qui arrivent dans ce pays, espèrent trouver l'homme blanc, le grand blanc, qui va prendre les mains et les faire avancer. Mais c'est qu'on joue à quoi là? C'est une esclavage, ça, on est tous esclaves. Si quelqu'un une personne a un ami blanc, il va suivre, mais c'est son jour quoi. Il faut qu'on arrête avec ce jeu de blanc qui va me sauver, qui va me prendre la main, qui va me mettre partout, qui va me m'apporter mon ami blanc ou mon ami blanc est gentil. Mon ami blanc c'est quoi l'ami blanc là, c'est quoi? Parce que quand on vient de dire date, on fait comme ça, tu dis que non, toi tu connais quoi, le blanc connaît mieux que toi. Mais on joue à quoi là? On se réveille, alors on revient dans la conversation, on reste tranquille. C'est fini, ou alors on se soumet tranquillement, on dit le grand blanc, tu es le grand blanc, tu connais, tu es le grand blanc dans la marine, on se baisse. Et on tranquillement, on rentre à l'époque, et tranquillement on vit plus en paix. Puis de commencer à se demander, les blancs sont comme ça, les blancs sont comme ça, après demain, les blancs sont comme ça, il n'y a plus de moi chez les amis blancs, on colle de vie, on fait son esclave, on fait son. On arrête un peu avec ça, les amis. Je pense que c'est ça, il faut avoir l'audace c'est ça. L'audace de la couleur de la peau. L'audace, c'est pouvoir dire que moi je suis capable de faire ça, et justement de produire, quelle que soit la difficulté. Et à ce niveau, dans le gouvernement, aussi maintenant, comme disait Franklin, et c'est faisable. Moi, je connais des personnes qui travaillent, qui ont fui l'Europe, qui sont en tout comme ils travaillent, elles se battent, malgré les difficultés, elles se battent. Des fois, elles ont le regret de leur choix, mais des fois, elles ont aussi des joies, dû à leur choix. D'autres parce qu'ils ont une famille, ils ont des enfants qui grandissent, leurs enfants grandissent, leurs enfants vivent, ils sont heureux. D'autres parce qu'ils voient les amis qui sont heureux, les amis, les enfants de ces photos, quoi, c'est trop beau. Donc, des mois, il y a aussi des regrets, des mois, il y a aussi des grandes joies. Donc, c'est un truc qu'on ne peut pas mesurer, c'est chacun qui ressent ça à sa manière. Et chacun sait pour qui il part, chacun sait pour qui il marche, même libre de se déplacer. On n'est pas obligé d'entrer chez nous, nous sommes obligés d'entrer chez nous. Chacun il fait ce qu'il veut. De toute façon, si quelqu'un fait quelque chose, qu'elle essaie de le faire bien. Comme disait Martin Luther King, que vous aimez très bien, M. Bouddha. Je pense que c'est tout pour l'instant et merci bien.
Et qu'on appelle ça fait de blanc, le blanc. Le noir, le jaune. C'est que c'est ça. Oui, merci bien, monsieur Zocho Ludovic. Nous conduisons aussi certaines de tes propositions parce que nous conduisons certaines de tes propositions dans la mesure où chacun de nous voudra avoir l'audace pour arriver. S'il n'y a pas d'audace, laissons d'aller à l'université. Nous allons à l'université pour avoir cette audace-là d'exceller, de créer l'emploi, d'être appelé également patron, d'être quelqu'un aussi qui donne ses services à des millions de gens, au lieu de tendre la main, toujours d'attendre. Et cela ne viendra jamais car l'économie mondiale est à colasso, comme disent les Italiens, à bon entendeur salut. Oui, nous recevons des emails, nous recevons des messages de tous nos amis de Toronto, de tous nos amis du Canada, de tous nos amis qui sont aux États-Unis à Boston. Nous les saluons et nous saluons aussi mon ami personnel à Iowa. Les numéros des RDF passent là sur place, notre contact, vos suggestions, vos propositions. Vous pouvez toujours nous les envoyer. Pourquoi pas votre contribution pour faire en sorte que l'Afrique puisse avoir des chaînes puissantes. Si Al Jazeera est au Moyen-Orient, en Afrique, il n'y a rien. Mais l'Afrique a beaucoup de richesses incommensurables. Pourquoi nous devons ne pas avoir droit au chapitre en ce 21e siècle qui s'annonce sanglant, bouleversant et perturbant? Je passe la parole à Dr Baudelaire. Selon CNN, les nouveaux sondages annoncent un coude à coude. Obama 47,9, Mitt Romney 47,1. Nous vous ajournons de temps en temps pour voir l'évolution de la situation. Oui, monsieur Dr Baudelaire, nous savons bien que l'initiative privée, c'est ça qui fait la force de l'Afrique. Et un rapport américain cite le Nigeria parmi les pays qui vont émerger en 2030, dépassant l'Italie dans son PIB. Selon toi, ne penses-tu pas que l'Afrique doit essayer de s'orienter vers un grand marché commun, vers la libre entreprise, créer des emplois, au lieu d'attendre l'aide de l'oncle Sam, qui, nous le savons, durant 60 ans n'est jamais venu? Et deuxièmement, je ne sais pas ton avis sur l'apport de la diaspora afro-américaine, si tu la juges pertinente ou si tu la juges moins pertinente, tu peux nous donner ton avis et récupérer l'héritage que tu as sur les autres. Comme ça, on va terminer avec des philosophes, avec ces deux questions. Chacun aura épuisé la première et la deuxième partie avant d'entrer dans la rubrique et on parle de quoi. Bien, je voudrais, merci Maître, je voudrais commencer par la première question parce que je dois appuyer les propos du docteur Abou qui disait par exemple quand on n'a pas de minimum, il faut un minimum requis pour entrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Je dis que pour l'apport de la diaspora, ou bien pour le retour, pour l'apport de la diaspora, le minimum requis, tout ça, c'est pas la volonté qui manque. Moi, je le dis souvent, il me plairait, et comme il plairait probablement à chacun d'entre nous, moi personnellement, officiant dans le champ de la médecine, d'occuper de ma maman, que de m'occuper d'un autre patient, même s'il est vrai que dans la déontologie de notre métier ne donne pas le choix des patients. Donc, il y a toujours cette volonté de rentrer. Et il y en a même qui veulent même rentrer. Il y en a même qui rentrent, qui proposent, mais qui sont bloqués. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un peut rentrer, pour le cas du Cameroun, par exemple, mon pays, et proposer l'informatisation de tout le système, même à ses propres frais. Mais croyez-moi, le gouvernement, bien certaines grosses têtes du pays,
ne vont pas accepter cela, ne vont pas voir cela de bon œil. Parce que le faire signifie couper, comme ça se dit dans le jargon, couper leur gombo, bien tout simplement couper leur mangeoire. La volonté y est, pour créer le strict minimum, ce n'est pas la richesse qui manque, mais disons que nous avons des blocus qui parfois ne dépendent pas trop de nous. Lorsque les intérêts des personnes qui décident de la création de ce strict minimum sont menacés, effectivement, ces strict minimum ne peuvent pas être créés. Donc, pour dire que la diaspora, il y en a qui veulent bien apporter cela, mais très souvent, ils se heurtent à des difficultés qui, malheureusement, ne peuvent pas résoudre. Ils se heurtent parfois à des décisions qui, malheureusement, ne peuvent pas pallier, donc pour lesquelles ils ne peuvent pas pallier. Cela ne dit pas qu'il faut s'endormir, cela ne dit pas qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer à se battre, il faut continuer, il faut avoir de l'audace, il faut continuer à espérer, il faut se battre davantage en espérant qu'un jour les choses changent. Pour la question sur l'Afrique, un marché commun. Non, pas un marché commun, j'ai dit que c'est notre l'initiative privée. Ne serait-elle pas la clé de voûte pour l'Afrique? Parce que c'est ça qui fait la force des États-Unis. Ça rejoint substantiellement, ça rejoint en substance la première question. Les initiatives privées, comme Wabola dit, avoir les conditions dans lesquelles nous vivons, les conditions dans lesquelles nous grandissons, et avoir tout ce qui nous entoure. Parce que je dis souvent, la nature est la nature est un peu comme une enzyme, comme une substance qui stimule le développement et la créativité. Je vais prendre un exemple simple pour nous qui vivons ici. S'il n'y avait pas d'hiver, s'il n'y avait pas de neige, il n'y aurait pas de système de chauffage, parce que cela ne servira à rien. Et parce qu'il y a une hiver, il faut qu'on crée un système de chauffage. Et ça, c'est de la créativité. Et parce qu'il y a l'hiver qui gâte les routes chaque fois, il faut qu'on fasse une route qui puisse résister à l'hiver. Nous, maintenant, en Afrique, nous y avons le désert, par exemple. Cela devrait nous stimuler à créer des choses qui permettent de pallier à ce désert. Nous avons le paludisme. Nous devrions créer des conditions qui nous permettent de pallier à l'avancée de ces choses. Nous avons d'autres maladies qui aujourd'hui sont considérées éradiquées dans beaucoup de parties du monde. Nous devrions pouvoir, à partir de cela, cela devrait stimuler nos esprits, nous stimuler à créer des conditions. Malheureusement, comme je l'ai dit un peu avant, la créativité ne manque pas, la créativité ne manque pas, malheureusement, quelquefois, des personnes, même bien voulant, se heurtent à des difficultés qui ne dépendent pas toujours d'eux. Donc, je renvoie un peu, je ne sais pas si je veux dire la faute ou bien, je ne sais pas, la difficulté. J'interpelle beaucoup plus nos dirigeants. Donc, parce que c'est à eux de nous aider beaucoup plus dans cette voie-là, puisque ce sont eux qui conduisent le bateau. Ils sont devant, ils sont les capitaines. S'ils ne nous aident pas dans cela, nous ne pouvons pas aller plus loin. Merci beaucoup, Dr. Abraham. Là, nous avons reçu un message d'un ami de Brécha, c'est M. Magari. Il dit: je voudrais remercier tous les panélistes de fait. Je vous suis en direct et ça fait un grand plaisir de suivre vos interventions magistrales. Vous êtes une lumière pour l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Redéfé, vous êtes encore là. Vous êtes aussi de l'ascenseur. Merci, nous attendons toutes vos suggestions, nous attendons toutes vos communications. Notre numéro passe, notre email passe. Nous sommes toujours prêts à vous écouter, nous sommes toujours prêts à recevoir toutes vos donations en nature, intellectuellement aussi. Pourquoi pas aussi
comme nous l'avons dit, créer une chaîne africaine parce que les ressources ne manquent pas. L'Afrique a des richesses incommensurables. Mais pourquoi seulement Al Jazeera? Pourquoi France 24? Et pourquoi pas demain Afrique Millennium avec René? Nous passons maintenant à M. Théophile Onana. Je remercie aussi tous les intervenants pour les débats élevés, les débats d'une nature élevée au cours de ce soir. Et vraiment, je vous remercie, vous tous panélistes. M. Théophile Onana, Obama au coude à coude avec Mitt Romney, alors que 4 ans c'était le Messie. Les carottes semblaient déjà être cuites 3 jours avant les élections. Mais aujourd'hui, le président Obama est en grande difficulté. Et il prie même dans sa tour à Washington pour gagner en Ohio. Une défaite à Ohio symbolisait la victoire de Mitt Romney. Comment tu expliques cela? C'est décret du président Obama, lui qui était appelé le Messie, le Sauveur, aujourd'hui il est obligé à lutter au coude à coude. Et c'est même une Amérique profondément divisée qui sort au regard de ce scrutin. La deuxième question, selon toi en tant que philosophe, en tant qu'économiste, les 4 prochaines années des présidents américains qui devra être élu au cours de ces 4 prochaines années, est-ce qu'il ne sera pas confronté à des défis géopolitiques importants? Parce qu'il y a d'abord la montée de l'Asie qui tient à voir la suprématie. Et il y a également la Russie avec les retours de Vladimir Poutine. Et il y a aussi les morcellement du Maghreb. Avec cela, tu penses que vraiment la tâche sera facile au futur président américain et surtout qui sont aussi confrontés à une crise économique et financière grave. Donc, nous voulons un peu savoir, toi qui as toujours eu la lucidité, éclaire-nous un peu sur ce panorama qui s'annonce d'emblée catastrophique. Même tous les intervenants rappellent que nous rappelons que de l'ex-président Sarkozy, en passant par le président Hollande, avec Mitt Romney et le président Obama, et ils annoncent que ces 4 prochaines années seront vraiment décisives pour l'humanité. Qui vivra verra donc. Monsieur Théophile Onana, nous te passons la parole. Merci bien de me passer la parole. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord interagir sur les propos de Dr Baudelaire qui faisait dire que le problème d'informatiser tout un système camerounais poserait un problème au gouvernement. Mais nous parlons de création d'emplois. Je ne vois pas en quoi l'informatisation d'un système permettrait la création d'emplois. Nous voulons une entreprise. Si ce monsieur va créer une entreprise informatique pour contrôler le système de fichiers, c'est une bonne affaire. Mais vouloir informatiser un système, je ne pense pas qu'il ait les moyens. C'est-à-dire qu'il faut déjà arrêter tout le système administratif en cours. On sait ce que ça coûte à l'administration. Ça coûte à une économie d'un pays. Informatiser un système un jour, c'est impossible. Donc, il y a un processus. Non, monsieur puisque je prends mon intervention de façon... Tu as eu totalement la parole, laissez-le continuer. Tu as eu au moins 4 interventions. Laissez-le parler. Mais tu auras l'occasion de conclure. Nous sommes d'abord... Non, acceptons les règles démocratiques. Je vais dire, lorsqu'on parle il faut écrire. Je lis tout ce qu'il est en train de dire. Tu retiens et après tu vas rectifier. On va te donner. Lorsqu'on parle en termes de... Supportons ta parole. Supportons. Tu auras la parole. Laissons-le continuer. Parce que tu as attribué à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit, c'est pas juste. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, laissons-le finir. Tu auras l'occasion de rectifier. Échauffons pas les esprits. Celui qui part, qui dit qu'il va informatiser un système camerounais, un système administratif, ça c'est une aberration, ça ne s'est fait nulle part. Il faut comprendre ça, nous sommes en train de parler en termes de création d'emplois.
Donc, si ce monsieur. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Vous devez garder silence. C'est grave. Je ne sais pas. Tu auras un droit de réponse. Nous allons t'accorder le moment de te Je ne déchaîner. sais pas si M. Baudelaire parlait. Par respect au public qui On nous se suit. parlait. Merci. Pour éviter d'échafaurer, je vais répondre à vos deux questions que le président Obama. Déjà, la première question qui Mitt Romney et Barack Obama coup à coude, vous parlez il y a 4 ans, Obama arriverait comme MC. Il faut comprendre que Mitt Romney a brisé le mythe Obama. Vous comprenez que lorsque Obama arrive, c'est parce que les États-Unis d'Amérique ont assez avec des guerres. Il veut un vent nouveau, un président qui fait dire que lorsqu'il arrive, il n'y aura plus de guerre, l'Amérique ne va plus aller faire des guerres. L'Amérique, la puissance de l'Amérique sera une puissance plutôt économique et que ce sera le dialogue et ce sera la diplomatie. Donc, on a vu en Obama un messie, comme vous le dites si bien. Bon, mais il faut comprendre qu'en ce moment, le monde entier vit une crise déjà, une crise financière, la crise de la dette, ce qui fragilise d'abord tout système gouvernemental. Vous savez ce qui s'est passé déjà en Italie, Berlusconi est parti à cause de ces problèmes de la crise. Sarkozy n'a pas été réélu en France à cause de ces mêmes problèmes de la crise. Donc, ce qui fait que Barack Obama a des véritables difficultés. Il faut quand même dire que c'est un monsieur extrêmement fort. S'il arrive à être jusqu'ici au coude à coude avec un Mitt Romney qui est entrepreneur, on parle d'entrepreneur comme président de la République, c'est quelqu'un qui vient créer des emplois. Et nous savons qu'aujourd'hui, le chômage est élevé. Obama, lorsqu'il arrive, il dit qu'il va réduire le chômage. Le chômage aujourd'hui à plus de 7% en Amérique. Donc, ce qui fait que Obama, normalement, devrait être au bas du sondage. Moi, je crois qu'il a eu à se rattraper déjà avec, à partir du deuxième débat. Le troisième débat également lui a permis d'avoir de gagner beaucoup dans les sondages. Aussi, le fameux ouragan qui est passé lui a également donné une autre position. Ce qui fait que il y a dans certains États des électeurs qui restaient indécis. Ils ne sont pas prononcés avec la descente d'Obama, laissant la campagne électorale et en allant là au secours de ces sinistrés pourra peut-être être sur le plan géopolitique un atout majeur pour la réélection d'Obama, ce qui fait que, sans doute, même si les choses restent serrées, c'est fort probable qu'on ait un retour du président Obama à la Maison-Blanche. Donc voilà un peu, aussi vrai que Romney a de fortes menaces, mais ça ne pourra pas permettre ou empêcher Obama à une réélection. Ce qui est sûr, c'est que en Amérique, on sait comment ça se passe, les grands électeurs sont des potentiels qui vont appuyer beaucoup plus Barack Obama et que ça reforme puisque Barack Obama prône une économie avec des règles, quoi. Et maintenant, Romney voudrait une économie plus libre, ce qui poserait quelque peu un problème déjà, que ce soit avec la Chine, parce que vous savez qu'il y aura quand même une influence des Chinois qui sont aux États-Unis d'Amérique, des Chinois qui ont eu la nationalité, parce que un Romney qui arrive, ça mettrait à mal les relations États-Unis-Amérique avec la Chine sur le plan économique, puisque Romney voudrait tout de suite réguler certaines choses que peut-être Barack Obama a dû laisser. Donc avec la réélection de Barack Obama, même la Chine faudrait être plutôt favorable par rapport à l'arrivée d'un Romney. Et donc pour parler donc des 4 prochaines années du futur président des États-Unis d'Amérique, je crois que ça sera extrêmement difficile puisque nous restons dans la crise de la dette. Elle n'est pas finie. Le véritable enjeu d'abord, c'est régler la crise de la dette. Et le deuxième enjeu, c'est l'emploi. L'emploi des jeunes aux États-Unis d'Amérique reste un véritable problème. Et le troisième grand enjeu, c'est la menace terroriste. On sait, en Égypte, nous avons que l'islam politique qui est arrivé et qui a pu prendre le pouvoir, ce qui fait que ça reste quand même une menace avec ces différentes révolutions, le cas de la Syrie, où des armes ont été données aux rebelles. Ça posait un problème à long terme aux États-Unis d'Amérique. Donc les 4 prochaines années sont extrêmement difficiles. Il va pouvoir contrôler systématiquement avec des stratégies plus fortes encore et être plus dures parce que le terrorisme, ils ont eu des armes et ils doivent utiliser ces armes. Et la fragilité aussi avec l'Iran qui reste une véritable menace, et l'Israël qui est prête à attaquer à tout moment, ce qui fait que les États-Unis d'Amérique, et Barack Obama le réitérait, Mitt Romney également, lors de cette campagne, qu'ils vont lutter aux côtés de l'Israël. Donc ce qui fait que nous savons que l'Amérique qui ne veut pas la guerre risque d'entrer en guerre pour défendre Israël. Et donc sur ce plan, et sur le plan de l'Asie,
la Chine est une puissance extrêmement forte. La Chine est en train de revoir comment réévaluer sa monnaie avec la crise européenne, avec la faillite des fameux eurobonds qui auraient peut-être pu sauver l'Europe. Et la Chine maintenant voudrait faire les Chine bonds pour permettre maintenant de contrecarrer ces forces européennes. Donc je crois que à ce niveau aussi, ce sera un véritable enjeu américain puisque les États-Unis d'Amérique ont intérêt à ce que l'euro reste fort. L'Europe même, en général, reste un continent fort parce que c'est le potentiel marché européen, américain, le potentiel marché américain. Donc, si l'Europe reste fort, c'est un avantage pour l'Amérique. Il faudrait maintenant aussi contrôler la Chine pour permettre à ce que dans ce grand triangle, qu'est l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, la Chine, les choses puissent être régulées pour permettre à ce qu'on ait un retour de l'emploi. Parce que le véritable débat maintenant, c'est un problème de relocalisation des entreprises américaines qui étaient parties en Chine. Je crois que ce serait donc un véritable défi pour ce président pendant ces 4 prochaines années. Ce ne sera pas de tout repos. Je crois que tout de suite, à peine arrivé, il sera obligé de commencer des réformes. Il sera tout de suite obligé de commencer des réformes qui vont permettre l'épuration de ce marasme économique qui est en train de gérer le monde entier, pas seulement les États-Unis d'Amérique. Et l'Afrique dans tout cela, monsieur le philosophe, l'Afrique, où est l'Afrique? L'Afrique qui a-t-elle espéré? C'est ça le véritable problème. Il faut que les Africains, comme moi je crois, j'ai suivi Ludovic Zassoa, c'était une très bonne intervention de Ludovic Zassoa. Il faut que les Africains se prennent eux-mêmes à main. On a suivi les différents débats sur la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Il ne ressortait nulle part où les États-Unis s'entendaient, s'apprêtaient du moins à, que ce soit du côté de Rooney, que ce soit du côté d'Obama, à avoir une relation privilégiée avec l'Afrique. Nous sommes dans un système de géopolitique et de géostratégie. Il faut pas un problème de repositionnement, un problème de chercher des énergies. Le pétrole va manquer, donc il faut que les États-Unis d'Amérique vaillent où ils peuvent chercher à avoir ce pétrole. Il y a une forme de défense, des défenses stratégiques pour qu'il y ait de la paix, pour qu'il n'y ait pas de montée du tourisme. Donc l'Afrique, à ce moment, on peut parler de l'Afrique avec la montée de Boko Haram comme menace terroriste. Donc à ce moment, les États-Unis d'Amérique sont obligés de peut-être à travers des politiques d'accompagnement, de bonne gouvernance, pour que les gouvernements restent stables. À travers cette stabilité, ça peut permettre une contrôle de cette montée du tourisme au Mali surtout, donc avec cette fameuse crise malienne. Donc, l'Afrique, je suis un peu désolé. Et lorsque les États-Unis d'Amérique veulent élire un président, c'est d'abord pour les États-Unis d'Amérique et pour que l'Amérique soit une force. Et donc, l'Afrique, n'étant pas une force, ne cherchant pas à être une force, continuant à tendre la main comme un pays qui attend, qui veut avec des dettes, un pays qui brille, selon l'opinion internationale, par la malgouvernance. Donc, ce qui fait que le véritable enjeu américain serait imposer une bonne gouvernance, imposer la démocratie en Afrique. Donc, je crois qu'à ce niveau, voilà, les véritables échanges où l'Afrique peut intervenir. Mais sinon, sur le plan économique, l'Afrique peut-être peut bénéficier à travers la stabilité de cette crise de l'année, parce que le potentiel américain est une force également en Afrique. Donc, ce qui fait que les entreprises américaines peuvent aller chercher les matières premières en Afrique, peuvent aller chercher la main-d'œuvre africaine, ce qui fait qu'il y aura plus d'emplois et peut-être à ce niveau, l'Afrique peut participer. Et pourquoi? Avec Hillary Clinton, on a suivi, bon, on ne sait pas si ça va reconduire, ou du moins elle défend la politique américaine. Donc, on va permettre qu'il y ait plus de formation sur le plan africain, des ingénieurs, des médecins sur place, et éviter qu'il y ait cette montée de ce potentiel humain africain vers l'Europe. Donc voilà, en gros. Et peut-être aussi vous parlez de diaspora américaine, des Noirs en Amérique peuvent être une force maintenant à travers la création d'entreprises. Lorsqu'on crée de l'entreprise, ça amène l'emploi. Lorsqu'on amène l'emploi, l'Afrique qui a un défi d'émergence en 2035 pour certains pays. Donc je crois que cette force sera extrêmement d'un très grand appui. Pourquoi pas créer Apple en Afrique? Pourquoi pas créer le iPad 7 en Afrique? Tout cela est possible. Donc il faudrait juste qu'il y ait des politiques d'accompagnement, que les Africains aient des politiques d'accompagnement, d'assainissement, et que les Africains soient un peu plus forts, plus responsables et plus conquérants, puisque nous sommes dans un système de marché. Il faut conquérir le marché. Donc l'Afrique doit se positionner comme une force, non pas comme une faiblesse. Ce n'est qu'ici qu'il peut avoir une véritable échange. Mais si c'est attendre, ce sera extrêmement difficile pour l'Afrique. Merci beaucoup à tous nos amis également du Cameroun qui nous suivent. Nous vous saluons. Tous nos amis
du Congo-Kinshasa, vous êtes toujours nombreux à nous appeler pour nous féliciter sur cette œuvre de RDF, oui, vous tous financiers, vous tous hommes d'affaires, vous tous particuliers, vous devez réunir vos énergies et RDF est aussi là pour justement créer des chaînes, pour donner du travail aux jeunes Africains. Et pour cela, nous avons besoin que chacun d'entre vous mette la main dans la poche parce que l'aide ne viendra jamais. Vous avez nos coordonnées, RDF passe chaque soir, chaque jour sur vos ordinateurs, même dans les hôpitaux, RDF s'introduit pour donner aussi la bonne nouvelle à ceux qui souffrent sur les lignes de l'hôpital. Oui, notre numéro passe, notre email, contactez-nous. Nous prenons une pause, après nous allons conclure et Dr Bonner va également rectifier parce que tout le monde a parlé et nous allons également passer à la réplique. On parle de quoi avec le président Aya. Bon, merci beaucoup, mes chers téléspectateurs, auditeurs, amis de Facebook, Twitter, Internet, Messenger. Nous passons à la deuxième partie de notre émission qui sera consacrée à la rubrique On parle de quoi avec Joël Tchernovic et puis nous allons passer à la conclusion. À vous la parole. On parle de quoi aujourd'hui? C'est totalement lié à une personnalité, une personne de cette ville, parce que le peuple parle, la rue gronde, et quand la rue gronde, on doit faire savoir ce que la rue dit. Cette semaine, c'est la rue, la semaine qui passe, la rue a parlé, la rue a attaqué beaucoup plus le président de la STOF, attaqué la STOF en parlant de la STOF comme une association non démocratique, une association qui depuis des années, le président il est autoritaire, il abuse des pouvoirs et puis se plaint de Yadema, de Paul Biya, alors qu'il refait ce que Paul Biya fait, ce que Yadema fait dans son association. Mais le président a côté avec nous, il a d'autres réponses. Espérons qu'il pourra répondre à cette problème de la rue. La rue dit que vous êtes stationné pas démocratique. Qu'est-ce qu'on a à dire à ce propos, monsieur Antoine Ayac? Merci d'abord de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur... Non, vous ne devez pas vous exprimer, vous devez répondre à la STOF est démocratique, oui ou non? Alors, c'est assez complexe. Hein? Alors, il faut d'abord connaître le fondement même d'un regroupement ici. D'abord, le regroupement à STOF. Est-ce que la rotation du président de l'association se fait par les votes? Vous avez des élections, il faut voir. Je pense qu'il a dit qu'on n'a jamais vu des élections à la STOF. Le président, là, depuis des années, il fait ses intérêts. Il fait son show, il monte des sangs, il fait son show, il a fait la rail, il fait les artistes de papier et puis c'est fini. Mais la STOF, pourquoi le même président depuis 10 ans? C'est 15 ans, je ne sais pas les combien d'années la STOF a passé, mais personne n'a pu me dire 10 ans. Vous prenant à la parole, je pense qu'il vaut mieux faire du show que de faire du foi. Hein. Et nous, au niveau de la STOF, je pense que toute personne devrait plutôt s'informer bien sur le fondement même d'un regroupement ici sur le territoire italien et généralement parlant dans tout le monde. Une association n'est pas un parti politique et une association n'est pas une assemblée nationale représentative des élus du peuple. Alors, je vais dans un regroupement associatif suivant un but bien déterminé. C'est-à-dire que le but est préinscrit et les débats peuvent être autorisés ou non autorisés. Il faut que les débats à l'intérieur du groupe aillent dans le sens même de l'objectif que le groupe s'est fixé. Donc, par exemple, quel est le but de la STOF? Alors, voilà. Comme ça, les gens savent ce que la STOF fait. Quel est le but de la STOF? Voilà. C'est un peu étrange quand même. Non, on veut savoir. On ne sait pas. Le regroupement des Togolais, des étudiants togolais ici à Ferrara est quand même la première association en termes de membres à l'intérieur de l'université de Ferrara et dans la commune de Ferrara en termes d'association africaine. Si. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, l'association STOF, j'en viens, monsieur. Non, je ne sais pas si le président plutôt. Oui, je vais agréger tout. Le peuple doit savoir comment c'est fait. Le peuple doit savoir, en effet. Nous sommes la première association à l'intérieur de Ferrara. Si. Mais nous sommes aussi une association à l'extérieur de Ferrara et reconnue sur tout le territoire italien.
Nous avons 54 membres hors de FERADA, avec un but d'intégration et un but d'accompagnement, surtout des étudiants togolais dans leur majorité et aussi quelquefois des étudiants africains. Les étudiants togolais inscrits à l'association ou non? Même non inscrits, c'est à cause de ça que je dis. Vous devez connaître bien c'est pas évident. Je pose la question rapidement afin que ceux qui ont besoin, ceux qui sont dans la rue, bien sûr. Alors, c'est tout notre but, c'est-à-dire que d'éclaircir, c'est-à-dire que les hommes les plus sombres de notre fonctionnement. Oh, disons, on ne peut pas le faire parce que j'ai passé le temps. Le problème, c'est ceci. Le peuple dit que le président, c'est même depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans de l'association là. Le peuple dit que le président ne change pas, il est autoritaire, il fait sa part des choses comme nos dictateurs, comme nos quasi-dictateurs ont dit en Afrique. Mais, et ce même président attaque ce président en Afrique. Mais qu'est-ce que le président a dit par rapport à ça? Et sans faire des démagogies, il reprend le bref et sincère président. Bien sûr. Alors, les termes même de qui régularisent peut-être le fonctionnement démocratique, ce qui n'est pas le cas, je précise bien, d'un regroupement associatif. Je pense que c'est très faux ce que vous avez dit parce que l'association est basée sur l'Assemblée générale, c'est-à-dire des membres des associés, qui décident de comment l'association va faire. Alors, si vous me dites que l'association n'est pas démocratique, c'est très faux, parce que l'association, c'est la chose la plus démocratique qui puisse exister dans ce monde. Je veux savoir pourquoi le président elle-même depuis. Il a eu des élections à la sorte depuis, il a statut d'interdit des élections. Alors, vous me laissez pas le temps. Il y a beaucoup de choses, je vais répondre bref et sincère, président. Je ne peux pas faire de démocratie. Si ce n'est pas le cas, le président, ça pourrait être fini. Mais si vous ne me donnez pas le cas, le peuple n'a pas le temps. Je me demande ce que vous voulez de moi. Je n'ai plus le temps de parler. Il y a des élections à la sorte déjà une fois. Bien sûr. Voilà. Les dernières élections ont eu lieu en juin 2010 et il y avait 3 candidats. Si. Et l'association Astof est la seule association africaine ici à Ferrara à avoir son statut affiché sur son site astof.com. C'est la seule association qui a toutes les manifestations de l'Astof. Le bilan même financier de l'Astof est publié publiquement sur le site Astof. Mais vous me demandez moi le contraire. Non, moi je n'ai pas demandé. Je vous informe que cette association a été reconnue et a été légalisée en 2009. Mais elle vivait officieusement depuis 2006, mais légalement reconnue en 2009. Une fois reconnue en 2009, c'était en mai 2009, a été établie une commission pour les élections qui ont eu lieu en 2010. Donc, vous avez complètement 6 ans de vie, complètement. Alors, merci, le président, merci. Il faut y être. Merci, mon temps malheureusement est fini. Non, mais moi je dois. Prochainement, on fera une émission peut-être dessus. Merci bien, merci. On parle de quoi? Sur le problème de la STOF qui est aujourd'hui beaucoup plus attaqué dans la rue par les gens qui sont autoritaires. Et il nous a dit que sur le site astof.com, vous pouvez votre ce statut, le règlement, tout et tout. On était déjà, mais on n'a pas le temps parce que malheureusement le président me dit. Merci bien. Astof.com, président Yako, la STOF. Pour ce qui peut savoir, peut-être ceci, vous pouvez consulter le président de la STOF. Bien sûr. Pour l'instant, la rue de Vendée, la rue de Vendée. Mais c'est normal, on est disposé à tout genre de revendications. Merci bien, merci à vous et à bientôt. Oui, merci bien pour cette rubrique. On parle des quoi et nous espérons bien que la rue a été éclairée et que les gens disent envoient souvent les gens dans les hôpitaux. C'est mieux interroger la personne, connaître les profondeurs de la cause. Et nous vous renvoyons toujours aux études. Allez consulter les statuts de la STOF. Merci bien, nous passons à la conclusion pour finir. Dr Boller, je commence par toi. Et je sais que tu as envie déjà de répondre en rectifiant ce que le philosophe a dit. Mais peu importe, tu peux aussi également le faire. Mais je voudrais savoir, le 7 novembre, si on se réveille avec le président Obama réuni, quelle sera ta réaction? Bien, avant de répondre à ta question, je voudrais rectifier rapidement une affirmation qui m'a été collée sur le dos, qui n'était pas ce que j'ai dit. J'ai pris un exemple sans toutefois affirmer que quelqu'un va aller informatiser un système, et même si cela a été fait, qu'est-ce que cela changera? Et maintenant, moi, je vais revenir un peu sur la parole, sur la dit de mon confrère, qui parlait de création d'emplois, qui parlait de dépenses d'État, ce que cela coûterait, par exemple, informatiser un système. Et la question que je voudrais peut-être que dans cette intervention y répondre, est-ce qu'un État devrait avoir peur de dépenser?
si le résultat lui permettrait plutôt de limiter la dépense. Nous voyons par exemple le cas de l'Italie. L'Italie pratiquement a refait sa carte provinciale, parce que réduisant sa carte provinciale, ça signifie que les responsabilités seront réduites. Il sera plus facile de contrôler la gestion. Nous savons par exemple ici qu'avec un système informatisé, chaque individu avec un code fiscal, ses mouvements financiers sont vérifiables et sont contrôlés. Alors, est-ce qu'informatiser un système, ça va coûter un État? Mais est-ce que cela ne pourrait pas dans le futur faire en sorte que des fraudes fiscales, des évasions fiscales soient contrôlées, par exemple? Parler de dépenses, de ce que cela coûterait à l'État. Comme moi j'ai dit ici, est-ce que l'État doit avoir peur de dépenser? Moi, je prends l'exemple encore très simple. Nous vivons à Ferrara. Nous avons vu la commune de Ferrara faire Corso de la Giovecca ici derrière nous, il y a quelques jours. Alors que l'Italie en général, et Ferrara en particulier, continue d'être frappée par le séisme. Ça valait la peine d'aller construire le Corso de la Giovecca alors que les gens continuent à vivre sur les tentes, par exemple. Alors que Corso de la Giovecca, ce n'était pas une localité, mais c'était bitumé. Mais à cause seulement des petits trous, on est parti refaire la route de Ferrara. Alors que les enfants sont en train de fréquenter en plein hiver dans les tentes. Est-ce que l'État devrait avoir peur de dépenses si les résultats du futur sont plus grands? Parler de création d'emplois. Moi, je voudrais que les débats soient un peu plus concrets et qu'on ne reste plus dans le cas fictif. Moi, je vais prendre par exemple simple de mon État, du Cameroun et de mon village. Je parle avec preuve à l'appui, avec une société que je nomme EPA, Élevage Promotion Afrique, qui avait une grande ferme dans mon village, qui employait des centaines de jeunes. Et EPA a fermé parce que par plusieurs fois, il a perdu des camions de poulet et des camions d'œufs à cause de l'arbre. Et chaque fois il faisait l'accident, il perdait. Et mon grand frère, il est fermier, moi je sais de quoi il est question. En élevant quelques 5000 pondeuses, tu te retrouves avec 2 millions de dépenses de nourriture chaque mois. Et il faut les nourrir pendant 6 mois au moins pour espérer le premier œuf au 6e mois. Sans compter ce que tu as mis pour payer, pour acheter les poussins, pour payer les employés, pour le chauffage et tout ça. Est-ce qu'il suffit de dire qu'il faut créer des emplois? Est-ce que cet État qui a fermé cette société n'avait pas créé d'emploi? Il avait créé d'emploi. Mais est-ce qu'il y a eu une mesure d'accompagnement? Il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. Donc, mes propos ici n'étaient pas dans qui va aller, bien ce que cela ferait. C'est que moi je dis, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement à ceux qui veulent bien faire cela de la part de l'État. Et ces mesures d'accompagnement, il n'y en a pas. Il ne faut pas seulement dire qu'il faut créer des emplois. C'est très beau de dire créer des emplois. Mais si moi je rentre dans mon État aujourd'hui et que moi je crée une clinique, je mets sur pied une clinique, parce que moi je vois le système de pronto secours ici, il fonctionne très bien. Où je suis à la maison, moi j'ai une attaque cardiaque, ou bien je ne sais pas, moi je ne peux plus aller à l'hôpital, mon frère appelle et qu'on vient rapidement me secourir. Et que dans la voiture, déjà on est en train de chercher à me sauver. Est-ce que vous pensez qu'une perfusion, ou bien qu'un docteur a placé une perfusion dans une route où la voiture est en train d'aller à gauche ou bien d'aller à droite? Cela n'est pas possible. Donc, créer des emplois, c'est trop facile de créer des emplois. Mais moi, ce que je dénonce, c'est qu'il y ait des mesures d'accompagnement et des conditions favorables à la création de cet emploi. Moi, je rêve de créer une clinique dans mon pays. Moi, je rêve, quand je vois le système de pronto secours, comment ça fonctionne ici. Mais je me demande si ma mère est dans un état de coma, je peux le sortir de mon village jusqu'à là où il y aura peut-être, où là, il y a la clinique là, avec la voiture bien sûr, sans que par des secousses dues à l'état de la route, elle ne passe. Donc, c'est ce que moi je dénonce. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question sur Mitt Romney ou bien Barack Obama. Non, j'ai dit Obama. Oui, que ce soit Mitt Romney ou bien que ce soit Obama, moi je suis, et je l'ai dit dès l'entame de ce débat, je suis complètement indifférent à que ce soit Obama
ou bien Mitterrand. Parce que, comme je l'ai dit, le cordon ombilical qu'on ne peut pas couper, qui lie Obama, ou bien Mitterrand, ou bien le président des États-Unis, disons tout simplement, à la nation, par la prestation de serment. Et nous savons par exemple pour le cas de mon pays, lorsqu'on fait serment, on pose la main sur la Bible. Ceci est un message très fort. Si on posait la main sur le Coran, ceci est un message très fort. Et on dit, je jure devant Dieu et les hommes de protéger ma nation, ainsi de suite, de protéger les intérêts de mon pays. Donc, que ce soit Obama, que ce soit Mitterrand, cela ne change pas la donne. Les intérêts des États-Unis doivent primer sur les intérêts de chaque État que ce soit. Nous sommes Africains, plusieurs d'entre nous l'ont dit. Nous n'avons rien à espérer d'un Obama qui assiste Noir. Nous devons créer des lumières. Nous devons être créatifs. Nous devons espérer en nous-mêmes et aller de l'avant. Je vous remercie. Belle conclusion, Dr. Bauer, cette conclusion fait émouvoir nos spectateurs qui nous suivent et nous t'en remercions, nous te sommes gré. Et passons la parole au président Aliako. Le 7 novembre, Obama a réuni, admettons que cela soit vrai, que cela ne sera pas passé, ça va se jouer au coup d'apôtre, même à l'ultime vote. Une guerre éclate. Israël, Iran. Quelle sera la réaction du président Obama? Je pense d'abord qu'avant de faire évoluer cette hypothèse, nous devons beaucoup insister sur le fait que le président Obama est un président de paix. Et respectivement à ses alliés et républicains, le président Obama apparaît plus comme un homme de paix. Il suffit tout simplement de voir un peu son comportement lors des débats du printemps arabe pour savoir que ce n'est pas un président très offensif en matière militaire. Donc, jusqu'à la dernière minute, il primerait au dialogue afin de résoudre le problème iranien. Bon. Mais s'il advenait que pour une raison ou pour une autre, surtout pour les menaces et pour la géopolitique, la stabilisation peut-être et la sécurité d'Israël, et que ce dernier entre en guerre, je pense que l'Amérique fera aura beaucoup de difficultés pour entrer en guerre. Je m'explique. Le président Obama s'est voulu un président pacificateur, un président qui voulait couper pratiquement avec les vieilles méthodes. Nous savons qu'il a encore un peu de difficulté à expliquer aux Américains pourquoi Guantanamo n'a pas été démantelé. Il a beaucoup du mal à expliquer aux Américains son intervention en Égypte et en Libye. Il aimerait quand même, c'est-à-dire que cette fois-ci, s'il était élu, démontrer avant son départ, parce que en fait, c'est un système qui est mis en place. Ce n'est pas Obama qui est là, mais c'est le système démocrate. Les démocrates aimeraient quand même démontrer au peuple américain qu'ils veulent vraiment rompre avec ce système républicain qui est là et qui consistait vraiment à faire le gendarme du monde. Donc l'Israël aura du mal à convaincre un Obama. Peut-être les motivations peut-être électorales sont en train de pousser le président, c'est-à-dire à se mettre du côté d'Israël. Mais chacun se mettra du côté d'Israël à sa manière, que ce soit militaire ou bien pacificateur. Merci beaucoup pour ta conclusion, président Alako. Nous passons à Dr. Wabo. Le 7 novembre, au cas où nous nous réveillons avec Mitch Romney, président, et penses-tu que l'économie américaine et l'économie du monde en général, puisque l'Europe aussi souffre de cette crise, pourra décoller? Moi, je voudrais dire, tout à l'heure, soit Romney ou Obama, pour moi, je me trouve complètement indifférent. La différence que beaucoup d'amis qui, à 4 ans, qui ont passé la nuit à regarder Obama, moi, je devrais tranquillement. Pour moi, cela ne change pas grand-chose. Par rapport à Romney, à l'économie Romney, je ne pense pas que sa présence, je ne pense pas que l'économie du monde soit
soit, comment dire, c'est soit au niveau des États-Unis que l'économie du monde soit dirigée, quoi, que l'économie du monde dépend des États-Unis. Romney sera au pouvoir et il va défendre les intérêts, comme on l'a dit, plutôt les intérêts des États-Unis. Et le monde va aller de l'avant. Tout le monde va continuer. Le train sera le même, on aura le même train de tous les jours. Donc, ne nous focalisons pas sur le vainqueur des élections, que ce soit Romney ou Obama. Nous, au niveau de l'Afrique, nous aurons toujours nos mêmes problèmes et les solutions devront venir toujours de nous-mêmes. L'Europe, la crise en Europe sera toujours là et persistera. Nous voyons comment, hier c'était la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Demain, nous savons comment la France, Hollande, déjà nous fait des discours, comment on dit, nous parler un peu les Chinois. Je veux dire, l'issue des élections américaines, je ne pense pas que, selon moi, n'aura pas un impact majeur sur l'économie du monde. Merci beaucoup. Et tu as également anticipé parce que j'allais te demander et l'Afrique dans tout cela. Mais tu as déjà répondu et tu es aussi concis. Merci beaucoup pour ta circonscription. Je tourne à ma droite. Circonscription. Donc, tu as été très circoncis. Je tourne à ma droite. Un homme que j'aime bien. Son éloquence. Et son sens de toucher vraiment la nature africaine, qu'il aime vraiment très bien. Monsieur Kenya Jonas, l'Afrique, continent émergent. Mais est-ce que l'Afrique sera toujours dictée ou l'Afrique aussi dira son mot à dire durant ces 2 prochaines décennies? Ou bien cette décennie de 2012 à 2020? L'Afrique continuera-t-elle à être guidée ou l'Afrique aura aussi son mot au chapitre sur les consciences des nations? Point d'interrogation. Disons que, permettez-moi, avant de conclure, de tirer un peu le chapeau à Baudelaire, que sur ce plateau, moi, je me rends compte que nous sommes vraiment sur la même balance dans le concret des choses, parce qu'il est entré en profondeur d'un problème que le docteur a soulevé il y a dès le début, quand on a fait la question de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait s'il rentrait au Cameroun. Je pense qu'en détaillant, en faisant un exemple concret, c'est en fait ça que j'avais fait. Merci, M. Baudelaire. Alors, est-ce que l'Afrique d'ici 2020 pourra influencer le monde? Pourra avoir une influence au monde ou bien pourra avoir un veto, disons-le comme ça? Donc, déjà, le veto, c'est une histoire qui est en train d'être demandée au niveau de l'ONU, mais je me demande à quoi ça sert. Et pour l'émergence 2020, si on arrive au Cameroun, ce n'est pas en 2020, mais c'est en 2036. Donc, peut-être que ce ne sera pas facile. Mais pour que l'Afrique émerge, c'est un problème propre aux Africains. Il va falloir que nous puissions le comprendre, un peu comme disait le David. Alors, on dit le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Il va falloir que nous soyons égaux à nous-mêmes. Il va falloir que ce que nous avons appris, malgré, parce que ça me permet de faire un résumé de ce qu'on a dit ici, malgré les difficultés qu'on aura, il va falloir qu'on retrouve les manches. Beaucoup de pays ont souffert, beaucoup de pays se lèvent. La Chine n'a pas souffert moins. Et je pense que même l'Afrique du Sud qui a se développer n'a pas souffert moins. Nous sommes aussi en train de souffrir. Je pense que c'est un peu comme tout le monde a passé par là. Mais prévoir l'Afrique, moi personnellement, prévoir l'Afrique 2020 comme émergente, je dis, elle a des obstacles. Malheureusement, à cause d'Obama qui, en appuyant les forces britanniques, franco-britanniques, a éliminé Kadhafi, alors que l'Afrique avait déjà sur place une banque centrale africaine et était prêt à la monnaie africaine unique en 2016. Ça, ça devait vraiment, si les données étaient encore ainsi, ça me permettrait de dire que vraiment en 2020, l'Afrique devrait décoller. Qu'à cela ne tient, la Banque africaine de développement continue à avancer. Je me rappelle qu'elles ont financé même
beaucoup de projets au Cameroun, en l'occurrence le cas de Mbele et même de Lombanga, où ils ont mis la Cameroun dans la santé. C'est une initiative que les Africains continuent à tirer en avant. Et si bien ce n'est pas évident, car on se rend compte que la Côte d'Ivoire, toujours sous l'appui de M. Obama, que vraiment, il est passé directement d'un rêve africain à un cauchemar africain, ça il faut le dire, a pu faire avancer un pays comme la Côte d'Ivoire, qui était démocratiquement avancé, la faire rentrer de plus de 70 ans en arrière, rappelons que la Libye rentre à plus de 100 ans en arrière. Ça compromet effectivement l'émergence en 2020. Je ne dois pas citer le nord du Mali, qui actuellement est déjà une. Si les Américains veulent déjà venir pour mettre sur pied qu'il y a Boko Haram au Nigeria, Boko Haram va se rallier je ne sais pas, aux djihadistes, qui sont aussi les terroristes du nord du Mali. Ça veut dire qu'il y a des choses, comment je peux dire, il y a la main noire, il y a déjà ce plan déjà établi, peut-être par l'Amérique, ou bien à la complicité de l'Amérique, et par conséquent, la complicité de celui qui est supposé être notre frère, Obama, pas notre frère, frère de peau, obscur, comme je disais, Ludovic. Ce qui fait que l'élection de l'émergence d'Afrique en 2020, selon moi, c'est un peu, ça ne pas attaché de ces petites erreurs. Mais il y a des lieux d'espoir. Je vois l'Afrique ici. Je suis déjà persuadé, en voyant déjà la nouvelle présidente de la commission de l'UA, prendre le courage d'écrire à la Cour pénale internationale, cette Cour pénale de condamnation des présidents africains pour le dire le président Gbagbo pour une réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est un message courageux, même si je ne sais pas, les filles ne vont pas tomber. Et je suis quand même aussi très ravi de l'Angola, qui a vraiment tourné le but, qui est en train de devenir, je peux dire, les États-Unis de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il est en train de le coloniser, qui essaie de recoloniser son colon. Du Portugal, pas de la Du Portugal, oui. Non, je parle de ces exemples parce que l'histoire dit que les Anglais ont colonisé les Américains, mais aujourd'hui, les Américains qui sont pour le maître des Anglais. Je veux dire que le Portugal, on a un peu comme la dialectique du maître de l'esclave, non? Et ce pays suscite quand même beaucoup d'espoir, mais étant donné que pour être influent au monde, comme le disait un adage africain, une main ne peut pas attacher une boule. Il faut beaucoup de mains pour attacher une boule. C'est-à-dire qu'il va falloir que beaucoup de pays africains puissent retrouver la stabilité. Et là, on va avoir cette stabilité dans 8 ans. Parce qu'en 2000, nous avons déjà dit beaucoup de choses, c'est-à-dire en 2012. Et on peut rester ici parler, et 2020 pour nous rejoindre, et on n'avance pas. Et pour fermer, je vais juste conclure en disant. Tu es déjà moi, à la conclusion. Non, je vais juste fermer en disant ce dernier mot de quelqu'un que vous connaissez très bien, mais qui a une pensée relative à l'Afrique, qui dit la vision que nous avons de l'Afrique et la vision que nous avons de nous-mêmes. Parce que nous ne percevons pas les choses telles qu'elles sont dans la réalité, mais telles que nous sommes. Si nous sommes heureux dans notre vie de chaque jour, nous ferons l'Afrique avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. Si au contraire, nous sommes frustrés dans notre milieu, dans notre travail, dans le pays qui nous accueille, nous serons portés à transformer cette frustration sur notre peuple, sur notre pays, sur notre continent. Alors, lorsqu'on est tombé dans sa vie de Zurich ou à Tokyo, on est indifférent de ce qui se passe à Niamey et au mieux, on met le drapeau de son pays d'origine dans son jardin comme le symbole de l'action en tout dans ce pays pour aider les populations à émerger. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la première chose. Et nous devons comprendre que la vision du monde ne doit pas être la vision que nous. On souffre ici, bien entendu, mais il faut qu'on retrouve les manches et qu'on essaye d'avancer main dans la main. Merci. Merci beaucoup, c'est ça qu'il est en train de faire Redéfé est en train de retrousser ses manches, Redéfé qui fonctionne sans moyens financiers, Redéfé retrousse ses manches
et RDF par l'union, par la solidarité de ses membres. RDF essaye de se projeter au niveau international et avec les moyens de bord, je crois que partout en Chine, Dubaï, Hong Kong, Canada, États-Unis, tout le monde reçoit RDF. Conseil et nous attendons à bras ouverts. Juste pour finir avec une situation de Martin Luther King, je suis monté sur la montagne et j'ai vu que le peuple noir est entré dans un paradis. Peut-être que moi je n'y serai pas là, mais je vous dis, peuple noir, vous entrerez dans la terre promise et ça sera pour bientôt. C'est ça que RDF vous annonce. À la prochaine. Ça va maintenant. Mamgoma pop, ipoyel mam tika poyelye. Mamgoma pop, ipoyel mam tika poyelye. Abu basi molo molo, sagacité ni tabla o. Abu basi molo molo, sagacité ni tabla o. Toi tu es comment? Quand on te bat, tu veux pas écouter. Toi c'est le pharaon. Alors que pharaon, là ça peut pas payer ciment, oh yeah. Umanakuya dabla, ifidato. Umanakuya dabla, ifidato. C'est une histoire de sagacité. C'est une histoire de sagacité. Partout tu passes dans la cité, on ne parle que d'Abou de Kabongo. Paris, London, Abidjan, on ne parle que de toi, oh yeah. Ciga, champagne, dégo, ça c'est ta devise, oh yeah. Abou, vas-y, molo, molo. Sagacité ni dabla, oh. Kumana kuya dabla, ibitato.